Le ciel gris de Normandie m'accueillait tandis que je remontais l'allée de gravier menant à la maison de mon père. La demeure se dressait là, immuable, comme si elle m'attendait depuis toujours. Les 3 mois qui s'étaient écoulés depuis son enterrement n'avaient pas suffi à apaiser ma douleur, mais il était temps maintenant de faire face à cet héritage tant matériel qu'émotionnel. La clé tourna dans la serrure avec un cliquetis familier. Cette maison de pierre du XIXe siècle à Honfleur, avec ses volets bleu marine et sa glycine grimpante, représentait tout ce que mon père, Antoine Lemercier, avait chéri. Et maintenant, elle m'appartenait, à moi, Mathieu. Et tu es chez toi maintenant, murmura une voix dans ma tête, celle de mon père. Je me rappelais ses dernières paroles sur son lit d'hôpital, la maison est à toi, Mathieu. J'ai tout arrangé. C'est ton refuge, comme elle l'a toujours été pour moi. Le parfum subtil de vieux livres et de bois ciré m'enveloppa dès mon entrée. Le parquet gémit sous mes pas comme pour me saluer. Dans le salon, la lumière filtrait à travers les rideaux de dentelle jaunie par le temps, dessinant des motifs dansants sur le tapis usé. La pendule de la cheminée, silencieuse depuis son départ, semblait attendre que je la remonte pour reprendre vie. Je déposai mon sac et m'aventurai dans chaque pièce. La cuisine, avec sa vieille cuisinière à bois et sa table en chêne où nous avions partagé tant de repas. Mon père y préparait sa fameuse tarte aux pommes, secret jalousement gardé de ma grand-mère. Le bureau, entre sacré où il corrigeait ses copies, il avait été professeur de littérature au lycée de la ville pendant 30 ans. Sa bibliothèque débordait d'ouvrages annotés de sa fine écriture. Et puis ma chambre d'enfant, figée dans le temps comme si j'étais partie hier. Tu vois, Mathieu, chaque livre a une âme, me disait-il souvent. Comme cette maison. Elle te parlera si tu sais l'écouter. Je montai l'escalier grinçant qui menait à l'étage. Les photographies accrochées le long du mur racontaient notre histoire. Moi à 5 ans sur la plage d'Étretat, mon père m'apprenant à faire rebondir des galets sur l'eau. Ma remise de diplôme au lycée, sa fierté évidente dans son regard. Et puis cette dernière photo, prise lors de notre voyage à Belle-Île-en-Mer, 2 ans avant sa maladie. Ma mère, Élise, était absente de ces clichés récents. Elle nous avait quittés quand j'avais 12 ans, préférant la vie parisienne et un nouveau mari, Robert Duchamp, un avocat d'affaires au tempérament aussi froid que calculateur. Les rares fois où je l'avais revue, elle semblait transformée, comme si elle avait troqué son authenticité contre un masque de respectabilité bourgeoise. La chambre de mon père m'attendait, porte entr'ouverte. J'hésitai un instant avant d'entrer dans cette pièce sacrée. Son odeur y persistait encore, mélange de lotion après rasage et de tabac à pipe. Sur sa table de chevet, un exemplaire corné des Misérables de Victor Hugo, son livre préféré. Un marque-page dépassé aux 3/4 de l'ouvrage, il n'avait pas eu le temps de le terminer. Je m'assis sur son lit et laissai enfin mes larmes couler librement. Dans cette chambre, je n'avais plus besoin de maintenir l'apparence de force que j'affichais depuis ses funérailles. « Tu es comme moi, Mathieu, me disait-il, tu gardes tout à l'intérieur jusqu'à ce que les digues cèdent. » La nuit tombait doucement sur Honfleur. Je redescendis pour allumer quelques lampes, chassant les ombres qui s'étiraient dans les coins. En passant devant le secrétaire en merisier du salon, j'aperçus une enveloppe que je n'avais pas remarquée auparavant. Mon nom y était inscrit de la main de mon père. À l'intérieur, je découvris le testament officiel, les titres de propriété, et une lettre manuscrite. « Mon cher Mathieu, quand tu liras ces mots, je serai parti rejoindre les étoiles, comme nous aimions le dire quand tu étais petit. Cette maison est désormais tienne, légalement et moralement. J'ai fait en sorte que tout soit en règle, car je sais que certains pourraient contester cet héritage. Ta mère et Robert ont toujours convoité cette propriété pour sa valeur, sans en comprendre l'âme. Méfie-toi d'eux, mon fils. Défends ce qui t'appartient comme je l'aurais fait. Avec tout mon amour, ton père. » Un frisson me parcourut l'échine. Ces mots semblaient prémonitoires. Je rangeai soigneusement les documents dans le tiroir secret du secrétaire, celui que seul mon père et moi connaissions. Cette nuit-là, je dormis dans ma chambre d'enfant, bercé par les craquements familiers de la vieille maison. Mais mon sommeil fut agité, peuplé de rêves où des ombres menaçantes rôdaient autour de la propriété. Au matin, je fus réveillé par des bruits inhabituels provenant du rez-de-chaussée. Des voix. Des pas lourds. Un claquement de porte. Quelque chose n'allait pas.
La maison semblait me le murmurer à travers ses murs centenaires. Je me levai d'un bond, enfilai rapidement un jean et descendis l'escalier. Les voix se firent plus distinctes, une discussion animée venait du salon. J'avançai silencieusement dans le couloir, le cœur battant. Ce que je vis alors figea mon sang dans mes veines. Robert Duchamp se tenait au milieu du salon, massif dans son costume 3 pièces gris anthracite, ses cheveux poivre et cils impeccablement coiffés. Il regardait autour de lui avec l'expression d'un homme qui évalue un bien immobilier. À ses côtés, l'agent immobilier de Honfleur, M. Pélissier, prenait des notes sur un calepin. Les boiseries sont d'époque, expliquait Pélissier d'un ton obséquieux. Bien entretenu. La vue sur le vieux port est exceptionnelle, surtout depuis la chambre principale à l'étage. La rage monta en moi comme une vague déferlante. De quel droit mon beau-père se permettait-il d'entrer ainsi chez moi, chez nous? Qu'est-ce que vous faites ici, lancai-je, ma voix résonnant dans la pièce. Les 2 hommes se retournèrent, surpris. Le visage de Robert passa de la stupéfaction à l'agacement en une fraction de seconde. Mathieu, dit-il froidement, comme s'il prononçait un mot désagréable. Je ne savais pas que tu serais là. C'est plutôt à moi de dire ça. Cette maison m'appartient. Comment êtes-vous entré? Pélissier, l'air soudain mal à l'aise, rangea précipitamment son calepin dans sa sacoche. Je vais vous laisser régler cela en famille, balbutia-t-il avant de se diriger vers la porte. Restez, ordonna Robert d'une voix qui ne souffrait aucune contradiction. Nous n'avons pas terminé notre visite. Je me plaçai devant la porte, barrant le passage à l'agent immobilier. Si, c'est terminé. Sortez de ma maison. Tous les 2. Robert s'approcha, imposant sa stature. À 56 ans, il gardait la carrure intimidante qui lui servait si bien au tribunal. Ta maison? Ne sois pas ridicule, Mathieu. Cette propriété appartient à ta mère en tant que veuve d'Antoine. Elle m'a chargé d'en évaluer la valeur pour une éventuelle vente. C'est faux, répliquai-je, la voix tremblante de colère. Papa m'a légué cette maison. J'ai le testament, les actes notariés, tout. Un sourire condescendant étira les lèvres minces de Robert. Un testament peut être contesté, surtout quand il déshérite une épouse. Ta mère et ton père étaient séparés, pas divorcés. Légalement, elle a des droits. Ils étaient séparés parce qu'elle l'a quitté, m'écriai-je. Elle a renoncé à cette maison il y a 15 ans quand elle est partie avec toi. Le regard de Robert se durcit. Modère tonton, jeune homme. Je comprends ton attachement émotionnel à cette masure, mais soyons pragmatiques. Cette propriété vaut une petite fortune, surtout avec le boom immobilier sur la côte normande. L'agence de M. Pélissier a déjà plusieurs acheteurs potentiels. Je sentis mes poings se serrer involontairement. Je ne vendrai pas. Jamais. Ce n'est pas à toi d'en décider, répliqua-t-il avec une moue dédaigneuse. Notre avocat a déjà entamé les procédures pour contester ce testament ridicule. Antoine n'était plus lui-même ces derniers mois. La maladie altère le jugement, n'importe quel tribunal le reconnaîtra. Ces paroles me frappèrent comme une gifle. L'idée que cet homme puisse salir ainsi la mémoire de mon père, insinuer qu'il n'avait plus toute sa tête. Mon père savait exactement ce qu'il faisait, articulai-je lentement. Et il savait aussi que vous essaieriez de me voler son héritage. Il m'a prévenu contre vous. Voler? Robert laissa échapper un rire sec. Quelle dramaturgie! On dirait bien le fils d'un professeur de littérature. La réalité, mon garçon, c'est que cette maison doit être vendue. Elle est trop grande pour une seule personne, l'entretien coûte une fortune, et franchement, que ferais-tu à Honfleur? Ta vie est à Paris maintenant. Ma vie est où je décide qu'elle est, rétorquai-je. Et maintenant, sortez d'ici avant que j'appelle la gendarmerie pour violation de domicile. Le téléphone de Robert vibra. Il le sortit de sa poche, lut rapidement un message et son visage s'éclaira d'un sourire qui me glaça le sang. Ce ne sera pas nécessaire d'appeler qui que ce soit. Ta mère vient d'arriver. Comme pour confirmer ces paroles, j'entendis une voiture se garer devant la maison. Quelques instants plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit et ma mère apparut dans l'embrasure du salon. Élise Duchamp, née Lemercier,
avait conservé à 50 ans une élégance naturelle que même son tailleur Chanel trop strict ne parvenait pas à étouffer. Ses cheveux blonds, autrefois longs et libres, étaient maintenant coupés en un carré rigide et discipliné. Ses yeux bleus, si semblables aux miens, m'évitaient soigneusement. « Mathieu, dit-elle simplement. Je ne m'attendais pas à te trouver ici. » C'est une réflexion que j'entends beaucoup aujourd'hui, répondis-je amèrement. Étrange, quand on pense que c'est moi qui devrais être surpris de trouver des intrus chez moi. Elle tressaillit légèrement à ce mot, intrus, mais se reprit rapidement. Robert t'a expliqué la situation, je présume? Il a essayé de me faire croire à un mensonge, oui. Ma mère soupira, comme si elle avait affaire à un enfant capricieux. Mathieu, sois raisonnable. Cette maison est bien trop chargée émotionnellement pour toi. Nous voulons simplement t'éviter de t'enfermer dans le passé, comme ton père l'a fait. Ne parle pas de lui, l'interrompis-je sèchement. Tu as perdu ce droit il y a longtemps. Robert s'interposa, posant une main possessive sur l'épaule de ma mère. Écoutez, nous pouvons régler cela comme des adultes civilisés. Pélicier, laissez-nous, s'il vous plaît. Nous reprendrons rendez-vous ultérieurement. L'agent immobilier hocha la tête et quitta rapidement les lieux, visiblement soulagé d'échapper à cette scène familiale tendue. Une fois seul, Robert adopta un ton plus conciliant, celui qu'il devait réserver à ses négociations professionnelles. Mathieu, soyons pragmatiques. Cette maison vaut au bas mot 750 000 €. Nous sommes prêts à te laisser 30% du montant de la vente. C'est plus que généreux, considérant les circonstances. Je le regardai, incrédule. Les circonstances? Quelles circonstances? Que mon père m'ait légitimement légué sa maison? Que ce testament soit très probablement invalide, répliqua-t-il sèchement. Ne nous force pas à une bataille juridique que tu ne peux pas gagner. J'ai les meilleurs avocats de Paris. Et moi j'ai la vérité, rétorquai-je. Maintenant sortez. Tous les deux. Ma mère s'avança vers moi, tendant une main hésitante. Mathieu, mon chéri, ne sois pas si buté. Nous voulons seulement m'arracher le dernier lien qui me reste avec papa? Me voler mon héritage? Oui, j'ai bien compris. Son visage se ferma, retrouvant cette expression distante qui était devenue sa signature depuis qu'elle avait rejoint le monde de Robert. Très bien. Puisque tu le prends ainsi. Elle échangea un regard avec son mari, une communication silencieuse que je ne compris pas immédiatement. Nous reviendrons, annonça Robert en prenant sa veste. Avec un huissier et nos avocats. Réfléchis bien à notre offre d'ici là, Mathieu. C'est la meilleure que tu auras. Ils partirent sans un mot de plus, laissant derrière eux un silence lourd de menaces. Je verrouillai la porte et m'adossai contre elle, le cœur battant à tout rompre. Cette intrusion n'était que le début. Je le sentais au plus profond de moi. La guerre pour l'héritage de mon père venait d'être déclarée, et j'étais seul contre eux. Les jours suivants furent étrangement calmes, comme l'œil d'un cyclone. Je profitai de cette accalmie pour m'installer véritablement dans la maison, déballant mes affaires, réorganisant certains espaces. Chaque soir, je m'asseyais dans le fauteuil préféré de mon père près de la cheminée, un verre de calvados à la main, feuilletant ses livres, touchant ses objets, comme pour absorber un peu de sa présence. Je contactai Maître Le Breton, le notaire de Honfleur qui avait géré les affaires de mon père depuis des années. C'était un homme âgé, au visage buriné par les années et à la probité incontestable. Votre père a tout fait dans les règles, monsieur le Mercier, m'assura-t-il dans son bureau encombré de dossiers jaunis. Le testament est parfaitement valide. Il vous a légué la maison en bonne et due forme. Mais ma mère et mon beau-père prétendent qu'ils peuvent le contester. Maître Le Breton soupira, retirant ses lunettes pour les essuyer méticuleusement. Légalement, ils peuvent essayer. Votre mère était toujours mariée à votre père au moment de son décès, même s'ils étaient séparés de fait. Mais Antoine avait anticipé cela. Il a fait établir que cette maison constituait un bien propre, acquis avant son mariage. De plus, il a documenté l'abandon du domicile conjugal par votre mère il y a 15 ans. Je me sentis légèrement rassuré. Donc, ils ne peuvent pas gagner? En droit pur, leur position est faible, nuança-t-il.
Mais ne sous-estimez jamais ce que peuvent accomplir des avocats parisiens bien payés et déterminés. Ils pourraient faire traîner les procédures, vous épuiser financièrement et moralement. Je rentrai à la maison en réfléchissant à ces paroles. La bataille serait longue et éprouvante. Étais-je prêt à sacrifier mon temps, mon énergie et mes économies pour cette cause? La réponse était évidente, oui. Cette maison était tout ce qui me restait de mon père. Je ne l'abandonnerai pas. Une semaine passa, puis 2. Le silence de ma mère et de Robert me mettait de plus en plus mal à l'aise. Ce n'était pas leur genre de renoncer si facilement. Ils préparaient quelque chose, j'en étais certain. Ce matin-là, je m'étais levé tôt pour aller acheter du pain frais à la boulangerie du port. L'air marin était vivifiant, et pour la première fois depuis des semaines, je me sentais presque en paix. Le soleil de juin réchauffait doucement les pavés de Honfleur, et les terrasses des cafés commençaient à s'animer. Je saluai Madame Roussel, ma voisine octogénaire qui promenait son caniche, puis Monsieur Thibault, le libraire, qui ouvrait sa boutique. Ces petits rituels quotidiens ancraient peu à peu ma nouvelle vie dans cette ville que je redécouvrais après tant d'années. Mais en tournant dans ma rue, je vis une camionnette blanche garée devant la maison. 3 hommes déchargeaient des cartons sous la supervision d'une silhouette que je reconnus immédiatement, ma mère. Je pressai le pas, le cœur battant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demandai-je en arrivant à leur hauteur. Ma mère se tourna vers moi, le visage impassible. Elle portait un tailleur marine impeccable, comme si elle se rendait à une réunion d'affaires plutôt qu'à une expulsion. « Là, Mathieu. Nous récupérons tes affaires. »« Mais, quoi ? De quel droit ?» L'un des déménageurs sortait de la maison avec une pile de mes vêtements qu'il jeta sans ménagement dans la camionnette. « Yeah !»« Arrêtez ça immédiatement !» criai-je en m'interposant. « Laisse-les faire leur travail » ordonna ma mère d'une voix glaciale. « Et tu n'habites plus ici désormais. Un huissier est passé hier avec une ordonnance du tribunal. La propriété est contestée, donc personne ne peut l'occuper jusqu'au règlement du litige. » « C'est impossible, balbutiai-je. Maître Le Breton m'aurait prévenu. Ton notaire de province n'a pas été notifié. Nous avons agi rapidement, par une procédure d'urgence à Paris. J'étais sidéré par tant de duplicité. Et tu n'as même pas eu la décence de me prévenir? De me laisser emballer mes propres affaires? Pour la première fois, je vis une ombre passer sur son visage, comme un reste de conscience qui se débattait sous le vernis de froideur. J'ai fait ce qui était nécessaire, répondit-elle simplement. Un des hommes sortit avec ma collection de vinyles, l'héritage musical de mon père. Il trébucha sur une marche et la boîte s'ouvrit, répandant les précieux disques sur le trottoir. Certains se brisèrent dans un craquement sinistre. « Faites attention, bon sang !» hurlai-je en me précipitant pour sauver ce qui pouvait l'être. Je sentis une main sur mon épaule. C'était l'un des déménageurs, un colosse à la barbe rousse. « Recule, mon gars. On a des ordres. » Je me dégageai violemment. « Ne me touchez pas. Ce sont mes affaires, l'héritage de mon père. »« Mathieu, calme-toi, » intervint ma mère. « Tu te donnes en spectacle. » En effet, quelques voisins curieux s'étaient approchés, attirés par le bruit. Madame Roussel observait la scène avec indignation, son caniche aboyant furieusement contre les intrus. « C'est vous qui vous donnez en spectacle, » rétorquai-je. « Toute la ville sait que cette maison est à moi. Papa était aimé ici, respecté. Que crois-tu qu'il pense en voyant sa veuve jeter les affaires de son fils à la rue ?» Ma mère rougit légèrement, mais son expression resta inflexible. L'opinion d'un village de pêcheurs m'indiffère. J'ai des droits légitimes sur cette propriété, et je les ferai valoir. À cet instant, l'un des déménageurs sortit avec le portrait de mon père qui trônait au-dessus de la cheminée. Cette huile sur toile, peinte par un artiste local, captait parfaitement son regard bienveillant et son demi-sourire énigmatique. Quelque chose se brisa en moi. Je me précipitai et arrachai le tableau des mains de l'homme. « Ça, jamais. Vous pouvez prendre mes vêtements, mes livres, tout le reste, mais pas ça. » Ma mère fit un geste vers le déménageur pour qu'il intervienne, mais s'arrêta net quand Madame Roussel s'avança. « Élise Lemercier, » dit la vieille dame d'une voix tremblante d'indignation, « j'ai honte pour vous. » Honte.
Antoine vous aurait accueilli sous son toit même après votre départ, si vous aviez été dans le besoin. Et voilà comment vous honorez sa mémoire ? D'autres voisins murmuraient leur approbation. Ma mère, habituée à l'anonymat des beaux quartiers parisiens, semblait soudain consciente de l'opprobre public qu'elle subissait. Ceci est une affaire privée, répliqua-t-elle sèchement. Continuez, ordonna-t-elle aux déménageurs. Ils hésitèrent brièvement, mal à l'aise face à l'hostilité grandissante des habitants. Madame, intervint l'un d'eux, peut-être devrions-nous revenir avec la police ? Vous avez été payé pour un travail. Faites-le. L'homme haussa les épaules et reprit sa tâche. Un par un, mes livres, mes vêtements, mes souvenirs furent jetés dans la camionnette ou simplement déposés sur le trottoir. Je restai là, impuissant, serrant contre moi le portrait de mon père, unique vestige que j'avais pu sauver du saccage. La scène dura 1 heure entière, sous le regard consterné des habitants de Honfleur. Personne n'intervint physiquement. Que pouvait-il faire contre une ordonnance d'huissier ? Mais leur soutien silencieux me réconfortait un peu dans ce moment d'humiliation totale. Quand tout fut terminé, ma mère s'approcha de moi. Pour la première fois, je remarquai les fines rides au coin de ses yeux, les mèches grises qu'elle dissimulait sous sa teinture blonde. « Tes affaires sont dans la camionnette, dit-elle d'une voix légèrement radoucie. Le chauffeur a pour instruction de te suivre jusqu'à l'endroit de ton choix pour les décharger. » « Quelle générosité, répondis-je avec amertume. Elle soupira. « Mathieu, un jour tu comprendras. Cette maison ne te rendrait pas heureux. Elle est trop pleine de fantômes. Le seul fantôme ici, c'est toi, murmurai-je. La femme que mon père a aimée est morte depuis longtemps. » Elle tressaillit comme si je l'avais giflée, puis tourna les talons et monta dans sa voiture, une berline allemande rutilante qui détonnait dans les ruelles étroites de Honfleur. Avant de démarrer, elle baissa sa vitre. « Si tu changes d'avis concernant notre offre, tu sais comment nous joindre. » Puis elle disparut, me laissant seule au milieu de ma vie éparpillée. Les voisins s'approchèrent, proposant leur aide, leur toit, leur soutien. Monsieur Thibault m'offrit même la chambre au-dessus de sa librairie le temps que cette injustice soit réparée. Leur gentillesse contrastait cruellement avec la trahison de ma propre mère. Je ne pleurais pas. La douleur était trop profonde pour les larmes. Cette trahison transcendait tout ce que j'avais pu imaginer. Ma propre mère avait jeté mes affaires à la rue, m'avait arraché le dernier refuge où je me sentais connectée à mon père. Alors que le soleil déclinait sur le port de Honfleur, je me retrouvais assis sur un banc, fixant l'horizon, le portrait de mon père à mes côtés. Le déménageur attendait patiemment, embarrassé par son rôle dans ce drame. C'est à ce moment qu'une voiture de gendarmerie s'arrêta devant moi, et qu'un homme en uniforme en descendit. Grand, les épaules larges, le visage marqué par les années mais les yeux d'un bleu perçant. « Mathieu Le Mercier ?» demanda-t-il. J'acquiesçai, trop épuisé pour parler. « Je suis le capitaine Laurent Mercier, de la gendarmerie de Deauville. Je suis aussi le frère de votre père. » Mon oncle, celui que je n'avais jamais connu, venait d'entrer dans l'histoire. Je restai bouche bée devant cet homme qui prétendait être le frère de mon père. Antoine ne m'avait jamais parlé d'un frère gendarme, ou d'un frère tout court d'ailleurs. Pourtant, la ressemblance était frappante, les mêmes yeux bleu acier, la même ligne de mâchoire volontaire, bien que durcie par la discipline militaire. Mon père n'avait pas de frère, répondis-je, méfiant. Laurent Mercier esquissa un sourire triste. Si, il en avait un. Nous nous sommes perdus de vue il y a longtemps. Une dispute stupide, comme souvent dans les familles. Il jeta un œil à la camionnette remplie de mes affaires, puis à la maison fermée. Madame Roussel m'a appelé. Elle m'a raconté ce qui vient de se passer. Vous connaissez Madame Roussel ? Je connais tout le monde à Honfleur. J'ai grandi ici, comme Antoine. Il s'assit à côté de moi sur le banc, observant le portrait que je tenais toujours contre moi. Il avait vieilli, mais je l'aurais reconnu entre mille. Quelque chose dans sa voix, une émotion contenue, me fit penser qu'il disait la vérité. Et puis, pourquoi un étranger viendrait-il m'inventer une telle histoire ? Pourquoi n'êtes-vous jamais venu le voir ? Il était malade pendant des mois avant d'eux. Je l'ignorais, coupa-t-il sèchement. J'étais en mission à l'étranger jusqu'à récemment.
Je n'ai appris son décès qu'à mon retour, il y a 3 semaines. Il se frotta les mains, signe d'un inconfort manifeste. J'ai fait des recherches, j'ai découvert que tu étais son fils. J'allais te contacter quand Madame Roussel m'a appelé. Un silence s'installa entre nous, uniquement troublé par le cri des mouettes et le bruit lointain des bateaux dans le port. Que dire à cet oncle surgi de nulle part, après avoir perdu ma maison et été trahi par ma propre mère? Je peux vous aider, reprit-il finalement. Cette expulsion est probablement illégale. Je haussai les épaules, abattu. Ils ont une ordonnance d'un tribunal parisien. Obtenue comment? Par qui? Avec quelle preuve? Son ton était soudain celui du gendarme qu'il était, méthodique et incisif. Antoine t'a légué cette maison, n'est-ce pas? Oui. J'ai le testament, les actes notariés, tout. Enfin, ils étaient dans le secrétaire du salon. Laurent se leva d'un bond. Alors il nous les faut. Attends-moi ici. Sans plus d'explication, il se dirigea vers la maison, suivi de son collègue gendarme qui était resté près de leur véhicule. Je les observai discuter brièvement avec le déménageur qui gardait la camionnette, puis disparaître à l'intérieur de la propriété. Ils ressortirent 15 minutes plus tard. Laurent tenait une enveloppe en cuir, qu'il me tendit avec un sourire satisfait. Comment avez-vous? Disons que j'ai rappelé à ces messieurs qu'empêcher l'accès à des documents personnels lors d'une expulsion est contraire à la loi. Il s'assit à nouveau près de moi. J'ai aussi pris des photos de l'état des lieux. Ça pourra servir. J'ouvris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Tout était là: le testament, les titres de propriété, la lettre de mon père. Laurent parcourut rapidement les documents, son expression se durcissant au fur et à mesure de sa lecture. C'est limpide, conclut-il. Cette maison t'appartient légalement. L'ordonnance qu'ils ont obtenue ne peut être que provisoire, basée sur des informations incomplètes ou manipulées. Il me regarda droit dans les yeux. Est-ce que tu veux te battre, Mathieu? Pour la première fois depuis des heures, je sentis une lueur d'espoir. Oui. Mais comment? Ils ont les meilleurs avocats de Paris. Robert est bien connecté dans les milieux judiciaires. Laurent eut un sourire carnassier qui me rappela soudain que les Mercier étaient une famille combative, comme mon père me l'avait souvent répété. Ils ont peut-être l'argent et les connexions, mais nous avons la loi de notre côté. Et je connais quelques personnes aussi. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Maître Valois? C'est Laurent Mercier. J'ai besoin de ton aide. Une affaire de succession frauduleuse? Oui, c'est personnel. Pendant qu'il parlait, je contemplais cet homme, cet oncle inconnu qui prenait fait et cause pour moi alors que ma propre mère m'avait trahi. La vie avait un sens de l'ironie particulièrement cruel. 1 heure plus tard, nous étions installés dans un petit café du port. La camionnette avec mes affaires était garée devant la gendarmerie, et Laurent avait arrangé pour que je loge temporairement chez Madame Roussel, qui possédait une chambre d'amis rarement utilisée depuis que son fils était parti vivre au Canada. Maître Valois va déposer dès demain une requête en référé pour contester l'ordonnance d'expulsion, m'expliqua Laurent en sirotant un café serré. Entre-temps, j'ai fait poser des scellés sur la maison. Personne ne peut y entrer, pas même ta mère ou son mari. Vous pouvez faire ça? Il y a eu une intrusion et une situation familiale conflictuelle. C'est dans mes prérogatives de sécuriser les lieux en attendant une décision de justice. Son regard se perdit un instant vers le port. C'est le moins que je puisse faire pour Antoine. Je sentais qu'il y avait bien plus qu'il ne disait dans cette simple phrase. Quelle était cette dispute qui vous a séparés, osai-je demander. Laurent soupira profondément. Une histoire de femme. Classique, n'est-ce pas? Il eut un rire sans joie. Nous aimions la même personne. Elle a choisi Antoine. J'étais jeune, orgueilleux. Je suis parti, j'ai rejoint la gendarmerie, j'ai coupé les ponts. Il me regarda avec intensité. Cette femme, c'était ta mère, Élise. La révélation me frappa comme un coup de poing. Cela expliquait tant de choses: la tension que j'avais parfois perçue entre mes parents quand le nom des Mercier était mentionné, le refus de ma mère de parler de la famille de mon père. Elle ne m'a jamais rien dit. Évidemment.
Ça ne cadrait pas avec l'image qu'elle voulait donner. Il vida sa tasse d'un trait. Je ne lui en veux plus. J'ai eu une bonne vie, un mariage heureux, ma femme est décédée il y a 5 ans et une carrière dont je suis fière. Mais je n'ai jamais cessé de penser à Antoine, de regretter notre brouille. Ces paroles résonnaient en moi. Combien de fois mon père avait-il regardé avec mélancolie les vieilles photos de famille? Combien de fois avait-il commencé une phrase par « si ton oncle était là » avant de se raviser, croyant que je ne l'avais pas entendu. Il vous manquait aussi, murmurai-je. Il gardait une photo de vous deux, enfants, dans son bureau. Laurent cligna rapidement des yeux, luttant visiblement contre l'émotion. J'aurais dû revenir plus tôt. L'orgueil est le pire des conseillers, Mathieu. Ne l'oublie jamais. Mon téléphone vibra, un message de Robert, réfléchis bien à notre proposition. 30% de la vente ou rien du tout. Tu as 24 heures pour répondre. Je montrai le message à Laurent, qui hocha lentement la tête. Il commence à s'inquiéter. Il ne s'attendait pas à une résistance organisée. Son expression se durcit. Demain, nous passons à l'offensive. Pour la première fois depuis l'intrusion de Robert dans la maison, je sentis une certaine sérénité m'envahir. Je n'étais plus seul dans cette bataille. J'avais un allié, un Mercier comme moi, prêt à se battre pour l'héritage de mon père. Cette nuit-là, dans la chambre douillette chez Madame Roussel, je dormis d'un sommeil sans rêve, le portrait de mon père veillant sur moi depuis la commode. Au matin, le soleil normand filtrait à travers les rideaux de dentelle, et avec lui, l'espoir d'une justice que je croyais perdue à jamais. Laurent m'attendait déjà en bas, en civil cette fois, discutant tranquillement avec ma logeuse autour d'un café. Prêt pour la bataille, me demanda-t-il avec un sourire confiant. Prêt, répondis-je en saisissant la main qu'il me tendait. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités juridiques. Maître Valois, une femme d'une 50aine d'années à l'allure austère mais au regard vif, prit mon dossier avec une efficacité redoutable. Ancienne camarade de promotion de Laurent à la faculté de droit de Caen, elle avait abandonné une carrière prometteuse à Paris pour s'installer à Deauville, préférant défendre les gens ordinaires contre les puissants, comme elle me l'expliqua lors de notre première rencontre. Votre beau-père a utilisé ses relations pour obtenir cette ordonnance d'expulsion, m'expliqua-t-elle dans son bureau encombré de dossiers. Un juge a mis, une procédure accélérée, des faits présentés de manière biaisée. Classique mais fragile. Ils peuvent vraiment faire ça, demandai-je, encore stupéfait par tant de déloyauté. Ils peuvent essayer, répondit-elle avec un sourire fin. Mais ce genre de manœuvre s'effondre généralement devant un tribunal impartial. Le testament de votre père est en béton. Laurent, qui assistait à l'entretien, hocha la tête avec satisfaction. Combien de temps avant qu'on puisse récupérer la maison? L'audience en référé est fixée à lundi prochain. Si tout va bien, Mathieu pourra réintégrer son domicile dès le lendemain. Une semaine. 7 jours à patienter avant de pouvoir rentrer chez moi. Cela semblait à la fois interminable et incroyablement rapide après les événements traumatisants des derniers jours. Le soir même, alors que je dînais avec Laurent dans un petit restaurant du port, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Mathieu Le Mercier, demanda une voix masculine que je ne reconnus pas immédiatement. Lui-même. C'est Robert Duchamp. Nous devons parler. La surprise me fit presque lâcher mon téléphone. Laurent, qui avait compris à mon expression de qui il s'agissait, fit un geste pour que je mette le haut-parleur. Je n'ai rien à vous dire, répondis-je froidement. Ne raccroche pas, s'empressa-t-il d'ajouter, et pour la première fois, je perçus une fêlure dans sa voix assurée. La situation a évolué. Nous sommes prêts à négocier. Je regardai Laurent, qui acquiesça légèrement. Je vous écoute. Pas au téléphone. Retrouvons-nous demain, à midi, au Grand Hôtel de Cabourg. Viens seul. Il raccrocha avant que je puisse répondre. Un piège, demandai-je à Laurent. Possible. Ou bien ils ont appris pour Maître Valois et la requête en référé. Il réfléchit un instant. Et tu n'iras pas seul, en tout cas. Le lendemain, nous arrivâmes à Cabourg avec 20 minutes d'avance. Le Grand Hôtel, majestueux face à la mer, abritait l'un des restaurants les plus chics de la côte normande.
Laurent décida de rester en retrait, à une table voisine, pour observer sans être vu. Robert arriva à midi précis, seul, contrairement à ce que j'imaginais. Sans ma mère. Il me repéra immédiatement et s'avança vers ma table, vêtu d'un costume gris impeccable qui semblait presque une armure. « Mathieu, dit-il en s'asseyant face à moi. Merci d'être venu. Je n'avais pas vraiment le choix, n'est-ce pas ?» Il eut un sourire crispé. Toujours aussi direct. Comme ton père. Il fit signe au serveur et commanda un whisky, puis me regarda. « Tu ne prends rien ? Je préfère garder les idées claires. » Le serveur s'éloigna, et Robert ajusta sa cravate, signe de nervosité que je ne lui connaissais pas. J'irai droit au but. Nous sommes prêts à te céder la maison. Je m'attendais à tout sauf à cela. Pourquoi ce revirement ? Disons que certains éléments nous ont échappé. Notamment l'existence d'un oncle gendarme très motivé et d'une avocate redoutable. Il leva une main pour m'empêcher de parler. Ne nie pas, nous avons nos sources. Ce Laurent Mercier, un personnage intéressant. Le frère d'Antoine. Je comprends mieux maintenant certaines tensions familiales. Le serveur déposa son whisky, qu'il but d'un trait avant de poursuivre. Voilà notre offre, tu gardes la maison, nous abandonnons toute contestation du testament, à condition que tu signes une renonciation à toute poursuite contre nous pour l'expulsion, disons, les désagréments qui en ont découlé. Des désagréments ? Vous avez jeté mes affaires à la rue. Une regrettable précipitation, concéda-t-il avec une moue qui se voulait contrite. Nous étions mal conseillés. Je repensais au disque vinyle brisé, à l'humiliation publique, à la trahison de ma propre mère. Et pourquoi accepterais-je ? Parce qu'une bataille juridique, même si tu la gagnes, pourrait durer des années. Des appels, des recours, des procédures. Tu veux vraiment passer ta jeunesse dans les tribunaux ? Il se pencha vers moi. Et puis, il y a ta mère. Tu la détestes peut-être en ce moment, mais c'est toujours ta mère. Où est-elle d'ailleurs ? Trop lâche pour venir affronter son fils ? Une ombre passa sur le visage de Robert. Et Élisée. Elle traverse une période difficile. Depuis l'enterrement d'Antoine, quelque chose s'est brisé en elle. Cette histoire de maison a réveillé beaucoup de fantômes. Pour la première fois, je vis une faille dans l'assurance de cet homme. Se pourrait-il qu'il aime vraiment ma mère, à sa façon ? Elle regrette, demandai-je, sceptique. Elle souffre, répondit-il simplement. Plus qu'elle ne veut l'admettre. Plus que je ne l'avais anticipé. Un silence s'installa entre nous, uniquement troublé par le bruit des conversations environnantes et le tintement discret des couverts sur la porcelaine fine. J'ai besoin d'en parler à mon avocat, dis-je finalement. Bien sûr. Je t'envoie la proposition par écrit cet après-midi. Il sortit son portefeuille pour payer son verre. Une dernière chose, Mathieu. Quoi que tu penses de moi, je n'ai jamais voulu te blesser personnellement. C'était une affaire. Ma vie n'est pas une affaire, répliquai-je sèchement. L'héritage de mon père non plus. Il hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Je comprends mieux pourquoi Antoine était si fier de toi. Sur ces mots, il se leva et partit sans se retourner. Laurent me rejoignit dès qu'il fut hors de vue. Alors ? Je lui répétai la conversation, et il émit un sifflement admiratif. Ils battent en retraite. Ils ont dû découvrir que le juge qui a signé leur ordonnance est sous enquête du Conseil supérieur de la magistrature. Un ami m'a confirmé la nouvelle ce matin. Je repensais à la proposition de Robert, à l'absence de ma mère. Que dois-je faire, selon vous ? Laurent réfléchit un instant. Légalement, tu as le dessus. Mais personnellement ? C'est à toi de voir ce que tu veux reconstruire, ou couper définitivement. La question me hanta les jours suivants. Maître Valois confirma que l'offre de Robert était juridiquement solide. Je récupérais la maison sans contestation possible, en échange de mon silence sur leur méthode douteuse. C'est une bonne affaire sur le papier, conclut-elle. Mais je comprendrais que vous vouliez aller plus loin, demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Je passai le week-end à réfléchir, me promenant sur les plages de Normandie, discutant longuement avec Laurent qui,
contre toute attente, était devenu un confident précieux. Cet homme, qui partageait le sang et certains traits de caractère de mon père, m'aidait à voir plus clair dans mes propres motivations. La vengeance est un plat qui se mange froid, me dit-il un soir alors que nous contemplions le coucher de soleil sur la mer, mais parfois, tourner la page est plus libérateur que n'importe quelle revanche. Le lundi suivant, l'audience en référé confirma nos espoirs. Le juge annula l'ordonnance d'expulsion, reconnaissant son caractère abusif et précipité. Je pouvais rentrer chez moi dès le lendemain. Ce soir-là, je pris ma décision. J'appelai Robert et acceptai son offre, avec une condition supplémentaire: je voulais parler à ma mère, seule à seule. 2 jours plus tard, elle se présenta à la porte de la maison que j'avais enfin pu réintégrer. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines, son visage tiré, ses yeux cernés racontaient une histoire de nuits sans sommeil et de tourments intérieurs. Nous nous installâmes dans le salon, là même où tout avait commencé, où j'avais surpris Robert en train d'évaluer la maison comme une vulgaire marchandise. « Et tu ressembles tellement à ton père », murmura-t-elle en me regardant vraiment pour la première fois depuis des années. « C'est ce qu'on me dit », répondis-je, mal à l'aise face à cette femme que je ne reconnaissais plus comme ma mère. « J'ai appris pour Laurent », dit-elle après un silence. « Qu'il était revenu. Qu'il t'aidait. Il a fait ce que ma propre mère aurait dû faire, me protéger, défendre mon héritage. » Elle accusa le coup sans protester. Je l'ai mérité. Cette colère, cette rancœur. Pourquoi, maman? Pourquoi avoir choisi Robert contre moi? Contre la mémoire de papa? Elle ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. J'ai cru que c'était la meilleure solution. Que cette maison te retiendrait dans le passé, comme elle avait retenu Antoine. Que l'argent de la vente te permettrait de construire ta propre vie, loin des fantômes. Ce n'était pas à toi d'en décider. Non, en effet. Elle sortit un mouchoir de son sac. Robert a tout orchestré, mais j'ai laissé faire. Pire, j'ai participé. Je n'ai pas d'excuses, Mathieu. Seulement des regrets qui me hanteront jusqu'à la fin de mes jours. Je la regardais pleurer silencieusement, cette femme qui m'avait donné la vie puis abandonné, qui avait aimé mon père puis l'avait trahi, qui maintenant semblait porter le poids de toutes ses erreurs. Je ne peux pas te pardonner. Pas encore, dis-je finalement. Mais je ne te poursuivrai pas en justice. C'est terminé. Elle hocha la tête, acceptant cette sentence qui, si elle n'était pas le pardon, n'était pas non plus la rupture définitive. En la raccompagnant à la porte, je lui demandai une dernière chose: es-tu heureuse, au moins? Avec lui. Elle me regarda longuement avant de répondre: j'ai la vie que j'ai choisie, Mathieu. Avec ses joies et ses regrets. Elle partit sans se retourner, me laissant avec le sentiment étrange d'avoir à la fois perdu et retrouvé quelque chose d'important. L'été s'installait doucement sur Honfleur, transformant la petite ville portuaire en un tableau impressionniste de couleurs vives et de lumière dorée. 3 mois s'étaient écoulés depuis ma confrontation avec Robert et ma mère, 3 mois pendant lesquels j'avais lentement reconstruit ma vie autour de cette maison qui était maintenant officiellement et incontestablement la mienne. Les premiers jours après mon retour avaient été consacrés à effacer les traces de l'intrusion. J'avais récupéré mes affaires, réparé ce qui pouvait l'être, remplacé le reste. Le portrait de mon père avait retrouvé sa place au-dessus de la cheminée, veillant sur moi comme un gardien. Bienveillant. Laurent était reparti à Deauville, reprenant son service à la gendarmerie, mais il venait régulièrement le week-end. Ces visites étaient devenues un rituel que j'attendais avec impatience. Nous partagions des repas simples mais savoureux, des promenades le long de la côte, et surtout des histoires. Ils me racontaient mon père adolescent, leurs aventures de jeunesse, les rêves qu'ils avaient nourris avant que la vie et leur choix ne les séparent. Antoine voulait être écrivain, tu sais, me confia-t-il un soir alors que nous dégustions un calvados sur la terrasse. Il avait un don avec les mots. Sa décision de devenir professeur était un compromis resté près de la littérature tout en ayant une situation stable. Il n'a jamais abandonné complètement, répondis-je en souriant. J'ai trouvé des carnets dans son bureau, remplis de nouvelles, de poèmes, de débuts de romans. Oh, vraiment? Les yeux de Laurent s'illuminèrent. J'aimerais les lire, si tu veux bien.
Cette découverte des écrits de mon père devint notre projet commun, nous les lisions ensemble, Laurent reconnaissant parfois des événements réels transformés en fiction, moi découvrant une facette inconnue de l'homme qui m'avait élevé. Tu devrais peut-être les publier, suggéra Laurent après avoir lu une nouvelle particulièrement émouvante sur deux frères séparés par le destin. L'idée fit son chemin dans mon esprit, jusqu'à devenir une évidence. Je contactai plusieurs maisons d'édition, essuyai quelques refus polis, puis trouvai finalement une petite structure parisienne spécialisée dans la littérature régionale qui s'enthousiasma pour le projet. Parallèlement à cette aventure littéraire posthume, je devais décider de mon propre avenir. J'avais abandonné mon emploi à Paris, un poste sans intérêt dans une agence de communication pour m'installer à Honfleur. Mes économies ne dureraient pas éternellement. Ce fut Monsieur Thibault, le libraire qui m'avait soutenu pendant l'épreuve de l'expulsion, qui m'offrit une solution inattendue. Je prends ma retraite à la fin de l'année, m'annonça-t-il un jour que je flânais dans sa boutique. 68 ans, il est temps de profiter un peu de la vie. Ma fille devait reprendre la librairie, mais elle vient d'accepter un poste à l'étranger. Je compris immédiatement où il voulait en venir. Vous cherchez un repreneur ? Plus précisément, je cherche quelqu'un qui aime les livres autant que moi, qui connaisse la région, et qui ait l'énergie de faire vivre ce lieu. Il me regarda avec insistance. Le fils d'Antoine Lemercier serait parfait, tu ne crois pas ? L'idée était séduisante, devenir libraire à Honfleur, perpétuer d'une certaine façon l'amour de mon père pour la littérature, m'enraciner définitivement dans cette ville qui m'avait accueilli dans la tourmente. Je n'ai pas les moyens d'acheter votre fonds de commerce, objectai-je. Qui a parlé d'acheter ? Je te propose un système de location-gérance. Tu me verses un loyer modeste pendant 5 ans, puis la librairie est à toi. Il sourit devant ma surprise. Ton père m'a rendu service plus d'une fois. Je lui dois bien ça. L'affaire fut conclue autour d'un verre de cidre, et je me retrouvai apprenti libraire à 30 ans, découvrant les subtilités d'un métier que je n'avais jamais envisagé mais qui, étrangement, semblait fait pour moi. Les mois passèrent, rythmés par la routine apaisante de la librairie, les visites de Laurent, et l'avancement du projet d'édition des nouvelles de mon père. La maison reprenait vie lentement, j'avais repeint certaines pièces, modernisé la cuisine, mais conservé soigneusement l'âme des lieux, ces détails qui faisaient son caractère unique. Je n'avais plus de nouvelles de ma mère. Notre dernière conversation avait laissé une porte entr'ouverte, mais ni elle ni moi n'avions encore trouvé le courage de la franchir. Je savais par Laurent, qui avait ses sources, qu'elle s'était séparée de Robert. Pas divorcés, précisa-t-il, mais ils ne vivent plus ensemble. Elle a pris un appartement près du jardin du Luxembourg. Cette information me laissa étrangement indifférent. La trahison était encore trop récente, la blessure à peine cicatrisée. Le temps ferait peut-être son œuvre, mais pour l'instant, j'avais d'autres priorités. L'automne arriva, parant honfleur de teintes rousses et dorées. Un matin de novembre, alors que j'ouvrais la librairie, je trouvai une enveloppe glissée sous la porte. Mon nom y était inscrit d'une écriture que je reconnus immédiatement. À l'intérieur, une simple carte, je serai au café du port à 15 h aujourd'hui. Si tu veux me voir. Maman. Toute la journée, j'hésitais. Devais-je y aller ? Étais-je prêt à la revoir, à l'écouter ? Que pouvait-elle bien avoir à me dire qui justifierait une rencontre ? À 14h55, mes pas me menèrent malgré moi vers le port. Elle était déjà là, assise à une table en terrasse malgré la fraîcheur de l'air, enveloppée dans un manteau beige, les cheveux libres au vent comme autrefois, avant Robert, avant Paris. Bonjour, Mathieu, dit-elle doucement quand je m'assis face à elle. Merci d'être venu. Je commandai un café pour me donner une contenance, puis la regarder vraiment. Elle avait changé non pas physiquement, bien que ses traits semblaient plus détendus, mais quelque chose dans son attitude, une simplicité retrouvée, une absence d'artifice qui me rappelait la mère de mon enfance. J'ai quitté Robert, annonça-t-elle sans préambule. Et définitivement cette fois. Je hochai la tête, ne sachant que répondre. Je ne suis pas venue te demander pardon, poursuivit-elle. Et ni essayer de reprendre une place dans ta vie que j'ai abandonnée par mes propres choix. Elle but une gorgée de thé. Je voulais juste que tu saches que j'ai reçu le livre. Le livre ? Les nouvelles d'Antoine. Ton éditeur m'en a envoyé un exemplaire, à ma demande.
Je ne savais même pas qu'elle était au courant de ce projet. Le recueil était sorti 2 semaines plus tôt, sous le titre Fragments d'une vie rêvée, avec une préface que j'avais rédigée, racontant l'histoire de ses écrits retrouvés et du père que j'avais perdu. Je l'ai lu d'une traite, continua-t-elle. J'avais oublié à quel point il écrivait bien, à quel point il voyait juste. Elle eut un sourire triste. La nouvelle sur la femme qui part puis qui revient, rongée par le regret. C'était moi, n'est-ce pas? Je crois, oui, admis-je. Il l'a écrite après ton départ. Dans son histoire, la femme trouve le pardon. C'était sa version idéale, je suppose. Un silence s'installa entre nous, peuplé de non-dits et de regrets partagés. Je vais m'installer à Trouville, reprit-elle finalement. J'ai trouvé un petit appartement avec vue sur la mer. Pas loin d'ici, mais pas trop près non plus. Je compris ce qu'elle essayait de me dire. Elle voulait être disponible si jamais je décidais de lui redonner une chance, sans pour autant s'imposer dans ma vie quotidienne. C'est bien, répondis-je simplement. Trouville est jolie en toute saison. Je sais que je ne peux pas réparer ce que j'ai fait, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Mais je peux au moins essayer de vivre le reste de ma vie d'une façon dont Antoine aurait été moins déçu. Ces paroles, dénuées de toute manipulation ou auto-apitoiement, touchèrent quelque chose en moi que je croyais mort depuis longtemps. Il n'était pas parfait non plus, tu sais, répondis-je doucement. Laurent m'a raconté beaucoup de choses. Sur votre histoire, sur leur dispute. Laurent, sourit-elle avec une pointe de nostalgie. Comment va-t-il? Bien. Il vient souvent. On parle de tout. Je suis heureuse que vous vous soyez trouvés. Il était temps que les Mercier se réconcilient. Nous continuâmes à discuter, prudemment d'abord, puis plus librement, évoquant des souvenirs anciens, des anecdotes de mon enfance, des moments heureux que nous avions partagés avant que tout ne s'effondre. Pas une fois elle n'essaya de se justifier ou de minimiser ses erreurs, elle les acceptait, vivait avec, avançait malgré elle. Quand vint le moment de nous séparer, elle ne me demanda pas si nous pourrions nous revoir. Elle se contenta de me laisser son adresse et son numéro. Je serai là, dit-elle simplement. Si un jour tu en as envie. Je la regardai s'éloigner sur les quais, sa silhouette se découpant sur le ciel gris de Normandie. Je ne savais pas si je l'appellerais un jour, si je pourrais lui pardonner complètement. Mais pour la première fois, j'envisageais cette possibilité. En rentrant à la maison ce soir-là, je montai directement au bureau de mon père et ouvris le tiroir où j'avais rangé ses carnets inédits. Il y en avait encore tant à explorer, tant d'histoires à découvrir. L'une d'elles, je le savais, parlait de pardon et de rédemption. Peut-être était-il temps que je la lise.